de sa disparition intervenue en octobre 1984. D'après le critique Victor Martin Schmetz, qui a fait des recherches, dont Raymond Bellour s'est abondamment servi dans l'édition des œuvres complètes de Michaud qu'il a publiées dans la collection La Pléiade, d'après ce critique belge, qui a consacré au début des années 90 des recherches fouillées sur la famille, les origines de la famille Michaud, eh bien, le père d'Henri Michaud, Octave, est né à Rochefort, en province de Namur, en 1861, d'une famille originaire d'un petit village du Condro namurois, Charentin. La mère d'Henri Michaud, Jeanne Blanc-Watrin, est née en 1869 au sein d'une famille namuroise bien connue. Et Henri Michaud, lui aussi, est né à Namur, ville dont je suis moi-même originaire, le 24 mai 1899, au domicile de ses parents, au numéro 36 de la rue de l'Ange. Il a été baptisé à l'église Saint-Loup 3 semaines plus tard. L'église Saint-Loup, qui a été achevée et consacrée en 1645, est en Europe un chef-d'œuvre baroque que l'on doit aux jésuites et dans laquelle, faut-il le rappeler, l'un des poètes fondateurs de notre modernité, Charles Baudelaire, qui en parlait d'ailleurs comme d'un délicieux catafalque, fut pris d'un malaise, d'une thrombose, s'effondra et devint aphasique jusqu'à sa mort qui intervint quelques années plus tard. En 1901, Henri Michaud quitte Namur et le commerce de chapellerie et de parapluies, situé au 63 de la rue de l'Ange, et bientôt promise à devenir rentière, s'installe à Bruxelles dans la commune de Saint-Gilles. De 1906 à 1910, Henri Michaud est envoyé à la campagne, loin de Bruxelles, dans un pensionnat réservé aux fils d'une certaine classe moyenne et rurale flamande, à Puttegrasheide, en Campine. Il gardera de ce séjour dans ce pensionnat, qu'il assimile à la pesanteur et à l'étroitesse de la province belge, une détestation pathologique de tout ce qui contraint, paralyse, attache, embourgeoise et embourbe. Il fait ensuite ses humanités de 1911 à 1917 au collège jésuite Saint-Michel à Bruxelles, établissement très huppé où certains de ses condisciples s'appellent Norge, le futur poète des oignons, Herman Closson et Camille Goumans, futur membre du groupe surréaliste bruxellois Correspondance. C'est déjà de cette époque que date sa passion pour les insectes, pour l'ornithologie et pour l'écriture chinoise. Marqué dès l'adolescence par sa fascination à la suite de la découverte et de la lecture des écrits mystiques, sa fascination pour Ruysbroek et pour Ernest Hello, Henri Michaud envisage un moment de s'engager chez les bénédictins. Une façon de se démarquer déjà par sa fascination pour la sainteté ou pour une forme de réclusion, donc de marquer déjà sa rupture avec son milieu familial petit bourgeois. Et pendant la Grande Guerre, son frère aîné, Marcel, s'engage, lui, et participe au combat sur l'Isère. Démobilisé, Marcel entreprendra des études de droit et pratiquera comme avocat au barreau de Bruxelles, l'exemple même de la réussite aux yeux de ses parents. De 1919 à 1921, en rupture avec sa famille, où il fait depuis longtemps, par comparaison avec le frère aîné, figure d'inadapté social et de raté de plus en plus absolu, Henri rejoint Dunkerque, où il cherche à s'employer comme marin. Il y profite de ses temps libres dans l'attente d'un embarquement, non pas seulement pour fréquenter les cabarets, les filles de joie, mais aussi pour dévorer nombre de livres et vivre très intensément. Passionné par les sciences et la médecine et par l'observation anthropologique, il aborde déjà au pays de la fureur. Il quitte l'infini mystique pour un infini déjà turbulent. Au fond, Michaud, comme Rimbaud et comme le bourlingueur Sandrars, à qui il voue une admiration certaine,
ne cessera plus dès lors d'être et de se vouloir sans cesse ailleurs. Il effectuera 2 longs voyages comme matelot vers le continent sud-américain. Il revient à Bruxelles, séjourne fréquemment à Anvers, le grand port de la mer du Nord, où habite l'un de ses amis, le poète Robert Guillette, lié à Sandrars et à Max Jacob, et son frère, qui est artiste peintre. À Anvers, Henri Michaud pressent déjà tous les départs et sa fascination pour l'océan. Après diverses péripéties, dont le service militaire, d'où il revient anticipativement réformé pour une affection cardiaque, Michaud, durant cette période à nouveau bruxelloise, fréquente Franz Hellens et sa revue Le Disque Vert. Sa relation avec Hellens et le rôle joué d'ailleurs par Michaud au sein du comité de rédaction de la revue lui ouvriront depuis Bruxelles les portes du milieu littéraire parisien, où est déjà présente une petite colonie belge qui compte en ses rangs Odilon Jean Perrier, Paul van der Porck, Florent Fels, Paul Dermé, Paul Firens, Éric de Hauleville, René Vandenberg et Georges Simenon. C'est d'ailleurs dans cette revue où, par l'entremise de Mélodudie, Hélène s'associe à son comité de rédaction Jean Paulhan, l'une des personnalités les plus déterminantes du milieu littéraire parisien, que le poète publie son premier texte, dédié à Hermann Clausson, Cas de folie circulaire. La psychiatrie sera toujours pour Michaud un domaine de prédilection. D'autres préfèrent le monologue intérieur. Moi, non. J'aime mieux battre. Il y a des gens qui s'assoient en face de moi au restaurant, ne disent rien. Ils restent un certain temps, car ils ont décidé de manger. En voici pas. Je te l'agrippe, toc. Je te le ragrippe, toc. Je le pends au porte-manteau, je le décroche, je le repends, je le redécroche, je le mets sur la table, je le tasse et l'étouffe. Je le salis, je l'inonde. Il revit. Je le rince, je l'étire, je commence à m'énerver, il faut en finir. Je le masse, je le serre, je le résume et l'introduis dans mon verre et jette ostensiblement le contenu par terre et dit au garçon « Mettez-moi donc un verre plus propre. » Mais je me sens mal, je règle promptement l'addition et je m'en vais. Perdu de la province belge, notamment à Chimay, puis à Chadec, dans la commune d'Attert, près de Arlon, à proximité de la frontière luxembourgeoise. Il reviendra d'ailleurs dans cette région plus tard chez Aline Maerich, au château de Colpach, et c'est au Grand-Duché de Luxembourg, ce pays aussi improbable que la Belgique, qu'il écrira Au pays de la magie, entre Colpach, Diekirch, Vianden, ainsi que dans les Ardennes liégeoises. Rappelons-nous d'ailleurs Stavelot, où séjourna Guillaume Apollinaire. Verviers, Malmedy, Eupen voient passer à leur tour le poète étudiant les peuples de la Grande Garbagne. Ils ne se servent pas de femmes. Quand ils veulent jouir, ils descendent dans l'eau et s'en vient alors vers eux un être un peu comme la loutre, mais plus grand, plus souple encore. Et avez-vous vu une loutre entrer à l'eau? Elle entre comme une main. S'en viennent vers lui ces bêtes et se le disputent, s'y enroulent et se bousculent tellement que, s'il ne s'était muni de flotteurs de bois léger, l'homme coulerait à pic, si bon nageur qu'il soit, et serait besogné, si je puis dire, sur le lit du fleuve. Cette bête se colle à lui en ruban et ne le lâche pas volontiers. Ce qui séduit surtout chez ces animaux, c'est la souplesse unie à la force. L'homme trouve enfin plus fort que lui. Les riches en élèvent pour eux et leurs invités. On établit aussi des eaux vides où peuvent se baigner les enfants. Quant aux jeunes gens nubiles, il faut prendre garde à eux les premières fois qu'ils vont au fleuve, car de plaisir et de soudain étonnement, ils perdent leur force trop rapidement et se laissent entraîner au fond. On sait à ce sujet comme l'eau est traître. Il faut, comme ils sont presque évanouis, les retirer de l'eau par le moyen de perches.
La nature du plaisir est comme le nôtre, mais rien n'y a pour les femmes. Mais comme partout ailleurs, cependant, les hommes les font mères et les mettent à leur droite dans le lit. De Lautréamont. Dans son imaginaire, Lautréamont, après le dieu inaccessible de la sainteté, fut en effet le démon inimitable de la littérature qui se prend pour autre chose que de la littérature. Car Michaud était le hors-venu, celui qui partait, qui parlait à partir d'un autre horizon, l'envers du Belge, en somme. Jean-Pierre Martin, auteur d'une monumentale biographie d'Henri Michaud, indique à ce propos, je cite, « Il y a aussi, à travers Lautréamont, l'imaginaire d'une étrangeté irréductible auquel ne contribue pas peu le secret autour d'une vie inconnue, faite de mystère et de rareté, tout ce qui confère à cette image son caractère hiératique et spectral. » Fin de citation. Une attitude de distance, de rareté, de mystère, qu'Henri Michaud entretiendra, lui qui d'ailleurs, en privé, pouvait manifester de la bienveillance et de la simplicité, et en public, quelquefois, un humour tout à fait dévastateur. En 1925, Michaud s'installe définitivement à Paris et commence à travailler chez le libraire-éditeur Simon Cras. Il prendra finalement la nationalité française en 1955. En 1927, il négocie avec Gallimard le contrat d'édition de « Qui je fus ». À Paris, il est proche de Jules Supervielle, le grand poète franco-uruguayen. Tenant ses distances vis-à-vis du mouvement surréaliste, Supervielle pratique une poésie humaine, vigilante au monde et à ses fantômes personnels intérieurs. Il est une figure essentielle et libre de la poésie moderne de langue française, anticipant sur la génération des poètes des années 45-50. Grâce à l'amitié de Supervielle, dont il admire l'œuvre, Michaud dispose aussi d'un mentor qui évolue avec aisance dans les milieux littéraires parisiens, dans les cercles littéraires qui comptent, mais aussi d'un initiateur pour sa future découverte du continent sud-américain. Il y fera d'ailleurs plusieurs voyages, à quelques années de distance. Le Brésil exercera sur lui une fascination particulière, tout comme les paysages du Sertão. En Amérique du Sud, il nouera de solides relations, sinon même quelques amours. À Buenos Aires, ce sera Angélica Ocampo, la sœur cadette de Victoria Ocampo. Et en Uruguay, une grande passion impossible, Susana Soca. Plus qu'en Équateur et en Uruguay, dont les capitales mêmes lui paraissent provinciales, c'est en Argentine, en effet, qu'il trouvera les plus fermes soutiens littéraires, notamment grâce à Victoria Ocampo, fondatrice et directrice de la revue Sur, essentielle pour la connaissance de la littérature sud-américaine en Europe et de la littérature française sur le continent sud-américain. Très liée à Roger Caillois, Victoria tient salon. Il rencontrera chez elle José Luis Borges, avec qui il restera toujours en relation d'amitié, sinon de connivence. Il rencontre aussi par le biais de Supervielle un autre jeune poète, l'équatorien Alfredo Gangotena, qui deviendra également son ami avant de disparaître à l'âge de 40 ans à la suite d'une opération chirurgicale aux conséquences fatales. Mais surtout, à Paris même, il est entré brièvement en rapport avec Marcel Jouandeau et beaucoup plus longuement avec Jean Paulhan, éminence grise de la NRF et du comité de lecture de Gallimard, avec lequel il entretiendra une correspondance importante et une relation amicale suivie. Il est également très proche du libraire-éditeur Jacques-Olivier Fourcade, qui, jusqu'à son décès accidentel en 1966, demeurera l'un des plus proches amis de Michaud. En 1928, Michaud part pour l'Équateur, en compagnie de Gangotena. Quito, au nom de Couteau, comme il l'appelle, les sempiternelles promenades d'exploration des massifs volcaniques avoisinants et les mondanités d'un milieu de riches propriétaires terriens lui pèsent. Il finira par revenir en Europe, effectuant notamment un périple d'environ 1100 km à pied, à cheval et en pirogue, via la rivière Napo et la forêt amazonienne. Pour un cardiaque, voilà bien un défi
à la hauteur de sa tachycardie, de son souffle au cœur et de sa réputation familiale de raté. De ce voyage, il tire matière d'Équador, une forme d'anti-récit de voyage, d'ailleurs plus proche de l'œuvre d'un Ségalen que d'un Morand ou d'un Pierre Loti. Suivront bientôt d'autres voyages, l'Italie, Jersey, l'Afrique du Nord, la Turquie, où, en 1930, après la mort de son père par suicide à Bruxelles, puis 3 mois plus tard de sa mère, il va créer le personnage plus existentiel d'ailleurs que romanesque, de Plume. Des voyages plus lointains ensuite, dont certains sont assez importants en termes de découvertes culturelles et mentales, pour qu'il en tire matière et motif à écriture, et ce seront l'Inde et la Chine avec un barbare en Asie. Plume ne peut pas dire qu'on ait excessivement d'égards pour lui en voyage. Les uns lui passent dessus sans crier gare, les autres s'essuient tranquillement les mains à son veston. Il a fini par s'habituer. Il aime mieux voyager avec modestie. Tant que ce sera possible, il le fera. Si on lui sert, hargneux, une racine dans son assiette, une grosse racine, allons manger, qu'est-ce que vous attendez? Oui, bien, tout de suite, voilà. Il ne veut pas s'attirer des histoires inutilement. Et si la nuit, on lui refuse un lit, quoi, vous n'êtes pas venu de si loin pour dormir, non? Allons, prenez votre mal et vos affaires, c'est le moment de la journée où on en marche le plus facilement. Bien, bien, oui, certainement, mais c'était pour rire, hein, naturellement, oui, par plaisanterie. Et il repart dans la nuit obscure. Et si on le jette hors du train, alors, vous pensez qu'on a chauffé depuis 3 heures cette locomotive et attelé 8 voitures pour transporter un jeune homme de votre âge, en parfaite santé, qui peut parfaitement être utile ici, qui n'a nul besoin de s'en aller là-bas, et que c'est pour ça qu'on aurait creusé des tunnels, fait sauter des tonnes de rochers à la dynamite et posé des centaines de kilomètres de rails par tous les temps, sans compter qu'il faut encore surveiller la ligne continuellement par crainte de sabotage, et tout cela pour... Bien, bien, je comprends parfaitement. J'étais montée juste pour jeter un coup d'œil. Maintenant, c'est tout. Simple curiosité, n'est-ce pas? Et merci, merci 1000 fois. Et il s'en retourne sur les chemins avec ses bagages. Et si, à Rome, il demande à voir le Colisée? Ah non, écoutez, il est déjà assez mal arrangé. Et puis après, monsieur voudra le toucher, s'appuyer dessus, s'y asseoir. Ah, c'est comme ça qu'il ne reste que des ruines partout. Ce fut une leçon pour nous, une dure leçon, mais à l'avenir, non, c'est fini, n'est-ce pas? Bien, bien, c'était... Je voulais seulement vous demander une carte postale, une photo peut-être, si des fois... Et il quitte la ville, sans avoir rien vu. Et si sur le paquebot, tout à coup, le commissaire du bord le désigne du doigt et dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Allons, on manque bien de discipline, là. En bas, il me semble... » Qu'on aille vite me le descendre dans la soute, le 2e quart vient de sonner. Et il repart en sifflotant. Et Plume, lui, s'éreinte pendant toute la journée. Mais il ne dit rien. Il ne se plaint pas. Il songe aux malheureux qui ne peuvent pas voyager du tout. Tandis que lui, il voyage. Il voyage continuellement. À l'intérieur même de la ville, habitant de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, de gîte en gîte, et voyageant de banlieues en province. En 1934, il rencontre sa future femme Marie-Louise Termet, épouse du docteur en psychiatrie Ferdinand Ferdière, celui-là même qui deviendra plus tard directeur de l'asile psychiatrique de Rodez, où fut enfermé Antonin Artaud. Il noue avec Marie-Louise une relation amoureuse clandestine, s'échappe, revient, s'échappe à nouveau. C'est que le docteur Ferdière, ayant découvert le poteau rose, menace Michaud, et que Michaud lui-même hésite à troquer son errance et sa liberté contre les liens de l'amour domestique. Marie-Louise divorce, ils finiront par vivre ensemble. Malade de la tuberculose, elle décédera en février 1948 des conséquences d'un pénible accident domestique. En 1936, Michaud commençait déjà à peindre. Il poursuit également ses grands voyages intérieurs, commencés avec l'écriture. Il entame en effet son expérimentation des hallucinogènes, notamment avec la mescaline,
en 1956, pour donner plusieurs œuvres majeures comme Connaissance par les gouffres, L'infini turbulent, Les grandes épreuves de l'esprit ou Paix dans les brisements. Se consacrant majoritairement à la peinture à partir des années 50, Michaud est décédé en 1984, non sans avoir livré un dernier témoignage poétique d'importance, Le jardin exalté, et 2 jours avant son décès, une dernière peinture à l'huile que Pierre Alechinsky voyait comme, je cite, une référence finale, flamande au sable et broussailles de la mer du Nord. Les circonstances du décès d'Henri Michaud, dues à un œdème aigu du poumon et de ses obsèques, le montrent encore aux prises avec des difficultés. Il continue, contre son gré en quelque sorte, à voyager. À l'hôpital de la cité universitaire, de plus en plus agité, malgré la présence à ses côtés de sa compagne, Micheline Fankin, et de Cyril Copernic, puis des 2 infirmières de la garde de nuit, Marilyn et Annie, et l'administration de morphine et d'oxygène, Michaud meurt le 19 octobre 1984 à 5h30 du matin. Ses dernières volontés étaient d'être incinéré, mais il dut encore, malgré son état de cadavre, patienter. En effet, l'acte de naissance à Namur demeura introuvable. En son absence, incapable d'établir une filiation, l'officier d'état civil refusa d'établir l'acte de décès. Il fallut attendre l'ouverture du testament chez le notaire, et cela fait, on s'aperçut que le crématoire du Père Lachaise était en panne, puis les croque-morts en grève. Étendant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur. Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'auront mangé. Et il se rendormit. Peu après, sa femme l'attrapa et le secoua. Et regarde, dit-elle, fainéant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés. Bon, la chose est faite, pensa-t-il. Peu après, un bruit se fit entendre. C'était un train qui arrivait sur eux à toute allure. De l'air pressé qu'il a, pensa-t-il, il arrivera sûrement avant nous. Et il se rendormit. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux. Mais puisqu'il est déjà passé... Et il se rendormit. Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point que l'on ait trouvé partagée en 8 morceaux, sans que vous, qui étiez à côté, ayez pu faire un geste pour l'en empêcher, sans même vous en être aperçu? Voilà le mystère. Toute l'affaire est là-dedans. Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume. Et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Excusez-moi, dit-il, je n'ai pas suivi l'affaire. Et il se rendormit. Tellement d'ailleurs une estime à Paul Éluard et une réelle amitié à Robert Desnos. Pour Michaud, qui se méfie de la poésie en bande organisée, la contre-vie avait d'abord été l'écriture. Mais l'écriture, telle qu'il l'entendait, était aux antipodes d'une pratique reconnue socialement, répertoriée ou volontariste. Elle était avant tout une expérimentation, voire un moyen parmi d'autres, et c'était paradoxalement cette mise à plat, à rebours d'une sublimation, qui lui donnait la valeur d'une nécessité vitale, le caractère d'une fulgurance. Écrire ne valait pour Michaud que comme état extrême, et non pas comme le projet enfermant à long terme d'une vocation. C'est un élan, une tension de tout le corps, un éclatement instantané, une fièvre qui s'empare de l'être tout entier. Ce en quoi sans doute Michaud rejoint le Rimbaud des ailleurs,
celui qui toujours va à l'inconnu et entend écrire au-delà de la littérature. Il dit d'ailleurs « J'écris pour me parcourir ». Peindre, composer, écrire, me parcourir. Là est l'aventure d'être en vie. Il l'affirme dans Passage. Jean-Michel Maulepoix résume, je cite, « Toute l'œuvre de ce poète, né à Namur, consiste en effet en une périlleuse traversée de ce qu'il appelle l'espace du dedans. Et c'est l'un de ses traits les plus remarquables que de nous parler de l'être, et donc de nous-mêmes, comme d'un territoire à explorer, d'un paysage dont l'apparente stabilité dissimule de minuscules ou de spectaculaires événements. » La plupart des titres des ouvrages de Michaud privilégient les notions de mouvement et d'exploration, excursion vers des terres ou des cultures lointaines, Équador, un barbare en Asie, circulation de toutes sortes dans l'espace de l'imaginaire, ailleurs, la nuit remue, expérience des hallucinogènes, l'infini turbulent, connaissance par les gouffres, les grandes épreuves de l'esprit, observation de cas de magie ou de folie, cas de folie circulaire, les ravagés, une voie pour l'insubordination, déplacement véhément des signes picturaux, par la voie des rythmes, par des traits. Rusticité, caractère qu'il déplorait ne pas retrouver dans beaucoup d'écrits, mais parfaitement lisible. Celle-ci inaugurera un cycle récurrent qui va traverser l'ensemble de son œuvre. Hiéroglyphes, insectes, corps filiformes, tels apparaissent les grouillements picturaux de Michaud. L'émergence de figures comme sorties de cauchemars montre aussi de manière récurrente le combat qui se livre dans les profondeurs de l'imaginaire entre le spectre, la tête fantasmatique, la mort et son surgissement sur la toile ou dans le dessin qui les font naître et qui donc leur donne vie. Durant toute sa vie, il pratiquera autant l'aquarelle que le dessin au crayon, la gouache que la gravure ou l'encre. Il s'intéresse également à la calligraphie, qu'il utilisera dans nombre de ses œuvres. La pratique de l'écriture et celle du dessin se sont conjuguées notamment lors de son expérimentation de la mescaline commencée en 1954, à l'âge de 55 ans, alors qu'à l'époque, Henri Michaud n'avait consommé aucune drogue à part de l'éther. Cette expérimentation permet aussi de retrouver l'attrait de Michaud pour la médecine, nous l'avons signalé, et en particulier pour la psychiatrie. Il a d'ailleurs assisté, je vous l'ai dit, de nombreuses fois et dans de nombreux pays, à des présentations de malades dans des asiles. Ces expérimentations se déroulaient avec l'aide d'un médecin, en calculant précisément les doses ingérées et en notant ou en dessinant ses impressions pendant ces séances. Michaud expérimenta, je vous l'ai dit, le hashish, le LSD 25 et la psilocybine également. À la fin de sa vie, Michaud était considéré comme un artiste fouillant ses lecteurs et les journalistes, ce qui contraste d'ailleurs avec les nombreux voyages qu'il a fait pour découvrir les peuples du monde et aussi avec les nombreux amis qu'il a comptés dans le monde artistique. Nous arrivons tout doucement à la conclusion de cette intervention et je voudrais la terminer en parlant un petit peu de cette image étonnante de l'homme-bombe employée par Michaud. Une image qui indique que les différentes facettes de ses pratiques et expériences sont reliées entre elles et que ce tissu de relations doit être à son tour expérimenté par son lecteur, c'est-à-dire vous. L'œuvre d'art est en effet un moyen pour changer le monde en allant à la rencontre d'autrui autant que pour casser nos déterminismes originels. L'image convenue d'un poète à l'égard de tout, replié sur lui-même, exclusivement introverti, conforté par le titre de l'anthologie que Michaud réalisa, L'espace du dedans. Tant heureusement, dit Jean-Pierre Martin, parlant de la réception actuelle de l'œuvre de Michaud, de celui qui est au fond, comme Rimbaud, devenu une icône, au fil des années, à se modifier. La fascination pour la singularité, la préservation en soi d'un espace intact,
tout cela était indissociable d'une fin d'autrui. L'expérience poétique ou picturale aura toujours été pour Michaud autre chose, et plus que de la littérature ou de la peinture. Une entreprise de déliaison à l'égard de l'origine, mais aussi de liaison nouvelle, ou si l'on veut, de reliaison. Surréaliste, sans l'être de manière orthodoxe, Michaud fait appel à son lecteur dans la manière même dont il interdit que soit considérée de façon univoque chacune des parties de sa production. L'œuvre, chez lui, est une bombe à retardement. Elle agit sur le corps imaginaire et ses effets sociaux seront repérables à long terme. Ce grand déconstructeur, au fond, nous invite à le suivre à la trace, à créer nous-mêmes nos propres pistes. Du dérapage à la création verbale, d'une poésie proche parfois de la poésie sonore, aux textes les plus étonnants par la forme de nombre de ses livres, Henri Michaud nous indique que la poésie commence là aussi où le lecteur prend en charge le poème pour son propre compte. Comme chez Octavio Paz, les signes, vecteurs de contemplation, s'évanouissent dans un espace sans espace, sitôt le lecteur mené à ce but, car telle est bien leur fonction, orienter le lecteur, faire signe en direction d'une utopie où les signes n'ont plus cours. La pratique de l'art se différencie peu d'une méthode spirituelle d'accès à soi et paraît s'apparenter à une pratique spirituelle diversifiée. Le corps, si proche de l'âme, est en effet à la fois le sujet et l'objet de la quête et d'un travail de purgation réalisé sur soi et en direction d'un autre. Un même enracinement corporel paraît présider à la fois à la maîtrise esthétique et à la connaissance et au contrôle de l'intimité. Après avoir exploré sans cesse de l'angoisse à la transformation, par le biais de la magie, des voyages et du signe, son être intérieur, Michaud atteindra une certaine forme d'accomplissement, comme en témoigne son dernier livre publié, peu de temps avant sa mort, Le Jardin exalté. Il n'y a plus là de coupure, de sentiment de faiblesse ou de culpabilité pour celui qui, enfant, s'était rêvé lors d'un cauchemar fessé par Dieu. Michaud a réussi son exorcisme. C'est bien d'un accord majeur qu'il s'agit et qui passe par un corps à corps avec lui-même comme avec le monde. Et on revient à une figure essentielle, une figure qui est celle de l'arbre, comme le montrent les dessins des arbres des tropiques qu'il dessina lors de son voyage au Brésil et qu'il convoque encore dans ce dernier opus. L'arbre, symbole de l'axe du monde, de la verticalité spirituelle, présent comme archétype dans de nombreuses cultures et notamment dans les mythologies nordiques sous le nom de Yggdrasil. Au-delà des catégories, Michaud nous indique que la voie de la poésie comme expérience, au sens étymologique latin ex periri, est convoquée comme catharsis, permettant de rendre respirable, comme il le dit, l'irrespirable et atteignable l'inatteignable. Ce sont des termes qu'il emploie dans L'avenir de la poésie, la seule conférence qu'il donna lors d'une réunion du Pen Club à Buenos Aires dans les années 30. Cette expérience de réconciliation, Michaud l'aura cherchée toute sa vie. Et c'est en lui laissant la parole du haut de la chaise de ce maître nageur qui était Henri Michaud que je vous invite de poursuivre après, à votre propre compte, la découverte de ce génie de la poésie, de la littérature et de la peinture du XXe siècle. Sans caractère, comme sans style, lorsqu'en entrant et passant devant, je le vis si peu prometteur, le jardin quelconque se trouva alors d'emblée muet, devenu jardin paradisiaque. Et moi, devant à quelques pas, et si naturellement que je ne savais plus depuis combien de temps j'y étais, au jardin des jardins, celui où l'on ne songe à rien de plus, qui vous comble
et par aucune chose au monde, même pas par du temps, ne peut être dépassé. Un vrai jardin de paradis. C'était donc possible. Et pas de pommes, ni de serpents, ni de Dieu punisseur, seulement l'inespéré paradis. Et sans avoir à bouger devant l'arbre même qui en était le centre, à la vaste couronne, aux jaunissantes feuilles charnues, annonciatrices du proche automne, beauté des palpitations au jardin des transformations. L'infini chiffonnage, déchiffonnage trouvait sa rencontre et s'ouvrait, se refermait le désir infini, pulsation qui ne faiblissait pas. Entre terre et cieux, félicité dépassée, une sauvagerie inconnue renvoyait à une délectation par-dessus toute délectation, à la transgression au plus haut comme au plus intérieur, là où l'indicible reste secret, sacré. S'y ajoutait seulement, s'y agglutinait, venant on ne sait d'où, scansion imperturbable, un rythme sourd, fort, mais également intérieur, tel le martèlement d'un cœur qui aurait été musical, un cœur venu aux arbres qu'on ne leur connaissait pas, qu'ils nous avaient cachés, issu d'un grand cœur végétal, on a dit qui tout accompagne, qui emporte l'univers. Les lois nouvelles sont venues, les lois s'accumulent, dit le maître de haut. Mais c'est toujours l'édit de la vieille naine, feuilles éparses d'un arbre déjà, des racines. Le maître. Le calme et l'inquiétude, ce sont les pérégrinations de la biche et de la panthère jusqu'à ce que enfin elles se rencontrent au moment extraordinaire. Et tout devient si simple, si simple. Le calme, dit le maître de haut. Les idées, comme des boucs, étaient dressées les unes contre les autres. La haine prenait des allures sanitaires, la vieillesse des rires, et l'enfant fut poussé à mordre. Le monde était tout drapeau. Il y avait plus d'autrefois des hommes durant leur temps.
paisiblement des bûches de bois dans de vieilles cheminées, paisiblement lisant des romans délicieux où ce sont les autres qui souffrent. Les temps n'étaient plus, les fauteuils au siècle brûlèrent, et le contentement parvenait des riches ne se s'étendait plus. Les temps n'étaient plus, les fauteuils au siècle brûlèrent, et le contentement parvenait des riches ne se s'étendait plus. Il fut froid pour tous cette année. Ce fut le premier hiver total. Le règne de l'humanité flottait au hasard, mais pourtant, mais partout, sous des visages divers, le père, le chef, lorsque sa vie autoritaire s'enfonce dans sa famille qui se tait. Les grands hommes d'autrefois, les hommes divins, parlaient avec une grande paix, comme une main sur le cœur, et l'on s'arrêtait les écoutant. Des millénaires plus tard, les écoutant toujours, vous vous arrêtiez encore, comme si une main venait se poser sur votre cœur. Il n'en était plus ainsi à présent. Des grinçants hurlements et des façons de camions, comme un entourage d'émeutes. L'époque était trompette, mais le souffle était sourd et angoissé, court et hypocrite. Le colossal lui-même, la grandeur n'y était pas. Dans le triomphe, le crapuleux, on salissait les têtes tombées, on y poussait la canaille. On y poussait la canaille. Le faucon, pour mieux tromper, s'habillait en fauvette. C'était tribu.
canaille. On y poussait la canaille. Docile à tous les prêches, l'homme abattu, docile, docile, jusqu'à quand, docile. Pauvre pays, comment a-t-on pu s'aimer ainsi? Les hommes, ils travaillaient comme jamais n'avaient travaillé, sans regarder le soleil, sans regarder le temps qui s'écoulait inexorable. Et ils travaillaient, qu'ils étaient poussés à travailler. Quel temps pour une addition qu'on avait tout oublié et qu'on présente au moment d'ouvrir la porte. Aux aurores, tu crains, aux aroles, tu cries. Allègre, elle gambade entre les acacias parasols, s'élance hardiment, court, file dans la brousse. Mes nuits débordent le jour. Le silence est à ma fenêtre. Pou, pou, pou. Ces trois coups venus d'en bas, de loin, de nulle part, du profond du pré. Au sortir de l'enfance, crépuscule jeu de piste. Écureuil, je crois, bien que d'autres m'aient vu belette, petite bête blanche ou jadis castor. Il est bien installé dans la mare, le batracien. Immobile le jour, au tronçon immobile le faîte de forêt jusqu'au pain que le jour laisse sans s'incliner. Castor, je rogne les écorces, je coupe les branches, taille les futaies, copeaux de bois, de chêne et de lumière. Ruche, au monde, es-tu morte? Et ta reine bannie, tes nids déserts, laissés au clown, à la vanille. Le chat le plus commun, le chat le moins dommage, adoré en Égypte pour son côté sauvage. Quand un noirot névrepate, pour les chats le bec de ma poule. Menu frottement, grelottant grelot, où vont les pattes? Ici, 50 ou 100 collines, souples comme une mer inverse. Ce tube, en plusieurs tons de rose, lui fait encore et il est défini. Aux aurores, tu crains, aux aroles, tu cries, aux arènes, dont la terre lire. Allègre, elle gambade entre les acacias parasols, s'élance hardiment, court, file dans la brousse,
prête à bondir à l'approche du chacal. Les gazelles calipiges s'amusent, attirent et esquivent. Mes nuits débordent le jour. Le silence est à ma fenêtre. Et la terre reste sourde. Pourtant, je vous guette. Ces trois coups venus d'en bas, de loin, de nulle part, du profond du pré. L'Est, il t'appelle, ces trois coups notre terre. Tu étais là, sur la pente de la mer. Au sortir de l'enfance, crépuscule, jeu de piste. Feu, forêt, résonance. Pas de plan, pas de liste. Écureuil, je crois. Bien que d'autres m'aient vu belette, petite bête blanche, ou jadis castor. Pourquoi pas couche-gorge, grève ou Milan. Je me reconnais aujourd'hui de celui qui bondit. Il est bien installé dans la mare, le batracien. Sur ses deux pattes, il se balance, un coup à gauche, un coup à droite. Immobile le jour, au tronçon immobile, le faîte de forêt jusqu'au pain que le jour laisse sans s'incliner, droit jusqu'à retirer jusqu'à l'oubli du port ce qui les garde haut, ce qui courbe le galbe. Castor, je rogne les écorces, coupe les branches, taille les futaies. Copeaux de bois, de chêne et de lumière, je suce un stick de cellulose, aspire un tronc de saule, camomille collée aux canines, j'emplis mes poumons de sciure. Ruche au monde, es-tu morte, et ta reine bannie, tes nids déserts laissés aux clowns à la vanille. Sa voix vrombit en moi. Ce serpent qui m'assaille voit son but chimérique au cyber-horizon. Le chat le plus commun, le chat le moins dommage, adoré en Égypte pour son côté sauvage, regardant l'avenir, présent dans mon regard, les oreilles dressées, portant son étendard. Quand un noireau nègre-patte pour lécher le bec de ma poule, je tensais le groin fouisseur. Jambon, jambon sur pattes. Menu frottement, grelottant grelot, où vont les pattes des blaireaux l'hiver? Harpe de verre. Ici, 50 ou 100 collines, souple comme une mer inverse, et là, la plaque du ciel étale. L'animal mal nommé hurle. Ce tube, en plusieurs tons de rose, lui fait un corps et il est défini. Une ligne qui boucle ne se répand en eau, ni ne fond à la terre qui pourtant le traverse. Aux aroles, tu cries, aux arènes, dans la terre lire, au premier dégel, tu manges des nèfles emplies de brume, et puis, dans le limon, tu sédimentes ta patte sur le béton. Entre les acacias parasols, s'élance hardiment, court, file dans la brousse, prête à bondir à l'approche du chacal. Les gazelles calipiges s'amusent, attirent et esquivent. À l'affût, les mâles subjugués les épillent. Les gazelles des villes se pavanent en cherchant l'amour. Les antilopes fuselées et effrontées bravent les fauves. En une danse macabre, la hyène dévore la gazelle, se délecte, et la savane, enfin repue, s'endort. Au fond du silence, une joie insolente résiste. Frédéric Beaubachton, Les Merles. Minuit déborde le jour. Le silence est à ma fenêtre, et la terre reste sourde. Pourtant je vous guette. Dès le retour des éléborines, je vous espère, je vous sais. Un matin, rompant mon sommeil d'une goulée de joie, votre chant si clair viendra me Cellulose aspire un tronc de saule,
Camomille collée au caniche, j'emplis mes poumons de sciure, me nourris de plancton, de ronces. Je garde mes narines sous l'eau, castor, j'essore les néons de ma tôle, ressors aux souches de mon salon. Castor, je sais couper à ras, je peux construire sous le vent, je donne encore un coup de dent. Le tronc bascule l'arbre rond, l'autoroute en contrebas, zigzag, camion. Écureuil, je crois. Bien que d'autres m'aient vu belette, petite bête blanche, ou jadis castor. Pourquoi pas rouge-gorge, grèbe ou milan. Je me reconnais aujourd'hui dans celui qui bondit, flamme d'un arbre à l'autre. D'un arbre à l'autre, court sur les cimes et bâtit sa cabane dans les feuilles comme le Cosmo d'Italo Calvino. Cache ses trésors et les perd au creux des troncs, dort, aime et rêve au cœur du vertige, à mi-chemin entre l'herbe piétinée et le ciel tout là-haut. Milumino immenso. Merci. Après ces 3 tours de piste, on va en faire un 4e plus aléatoire. Je vais circuler parmi vous et je vais vous demander de tirer un nom d'un animal dans une enveloppe. Viens lire le poème Le Papillon, un poème de Patrick Amstutz. Posé sur la main violette, ses sillons, le sein de la belle un melon, le rire de l'enfant nourrisson, le papillon erre et dort, rêve vivant. Posé sur la main violette, ses sillons, le sein de la belle, un melon, le rire de l'enfant, nourrisson. Le papillon erre et dort, rêve vivant. Sylvain Thévaux va vous lire le poème Le Hibou, un poème de François Deblu. Le hibou. C'est un tout petit hibou, sans panache, mais de fière allure. Sur ma table de travail, debout, admirable, obscure créature, jour et nuit se tient au garde à vous. Son corps jadis fut bel encrier, qui depuis longtemps s'est asséché. Mes pupilles rondes et aux aguets sur mes travaux d'encre et de papier, il veille sans se faire prier. C'est un tout petit hibou, tout petit hibou, sans panache, mais de fière allure. Sur ma table de travail, debout. Admirable, obscure créature. Jour et nuit se tient au garde à vous. son corps jadis fut bel encrier. Qui depuis longtemps s'est asséché. Mais, pupilles rondes et aux aguets, sur mes travaux d'encre et de papier, il veille sans se faire prier. Je vous propose un troisième et dernier essai. Faucon, busard, épervier, vautour avant tout. La culture du vautour, la vauture, comme dit le poème, caler sa langue dans l'angle de la roche, l'étirer, la voilure du vautour, vautour va au ciel comme la faux solitaire. Le poème grimpe sa pente spirale jusqu'à la boucle haute, la fin du poème nettoyée sur la page. Faucon, busard, épervier, vautour avant tout. La culture du vautour,
le vautour, comme dit le poème. Caler sa langue dans l'angle de la roche. L'étirer, la voilure du vautour. Vautour au ciel comme la faux sur tes terres. Le poème grimpe sa pente spirale jusqu'à la boucle haute. La fin du poème nettoyée sur la page.